Seibil était autrefois un raté complet, sans abri et sans aucun souvenir de son passé. Mais le destin avait d'autres plans. Caché en lui se trouvait le pouvoir d'un mage suprême, possédant une source de pouvoir magique infini que personne ne pouvait imaginer. La vie de Seibil n'a vraiment pris un nouveau tournant qu'un jour fatidique, alors qu'il cherchait un abri sous la pluie dans une ruelle sombre, une belle femme mystérieuse a remarqué. Cette femme a rapidement reconnu la lumière dans les yeux du garçon, identique à la sienne. Elle a donc décidé de l'adopter, emmenant Seibil là où elle croyait qu'il appartenait, la prestigieuse académie de magie du royaume de Winas, un endroit qui forme les mages et sorciers, des élites. Bientôt, j'ai vécu à l'académie pendant 5 ans. Ironiquement, pendant tout ce temps, mon seul accomplissement a été être en bas du classement, car je ne pouvais absolument utiliser aucune magie. Ce résultat m'a valu être convoqué au bureau du directeur pour un interrogatoire. Sur le chemin, j'ai rencontré une scène chaotique. Devant le bureau, une petite fille aux cheveux blonds et à l'attitude obstinée criait fort, appelant sans cesse le nom du directeur et exigeant de la voir. Comme personne ne faisait attention et que je ne laissais pas entrer la petite fille malgré son agitation, elle a osé m'attraper et m'utiliser comme otage pour menacer les autres. La petite fille a crié que si le directeur n'ouvrait pas la porte, elle ne pouvait pas garantir ma sécurité. Alors que la situation était tendue, un loup-garou nommé Holdem est apparu. Il a rapidement désarmé la petite fille aux cheveux blonds, faisant voler le précieux bâton de l'une de celles-ci dans les airs avant de le faire tomber au sol, où il est redevenu sa forme initiale. Voyant cela, j'ai gentiment baissé pour le ramasser. Mais cette action m'a presque causé de gros ennuis. Heureusement, la petite fille aux cheveux blonds et la bête sont intervenus à temps. Sinon, j'aurais probablement disparu. La petite fille a immédiatement éclaté en sanglots car son bâton avait été projeté comme une balle. Au même moment, la porte du bureau de la directrice s'ouvrit brusquement. La directrice Albus apparut, se plaignant du bruit extérieur. En apercevant la jeune fille aux cheveux blonds, Lucristas, elle fronça les sourcils, car il semblait que chaque fois que cette dernière apparaissait, cela entraînait des ennuis. Puis la directrice se tourna vers moi et m'informa que je devrais participer à un programme de formation spéciale. Elle expliqua que si Kudo continuait à étudier à l'académie, je ne progresserais jamais, donc un changement d'environnement était la seule opportunité. La directrice raconta le contexte du royaume, expliquant que nous étions auparavant plongés dans des batailles acharnées entre sorciers et églises, et que nous n'avions connu la paix que depuis 5 ans. La partie nord du continent, y compris Winas, commençait à accepter l'existence des sorciers et de la magie. Tandis qu'au sud, on les considérait toujours comme des êtres étranges et effrayants. La cause profonde de ce changement était la rébellion d'il y a 10 ans. Dirigé par un sorcier maléfique connu sous le nom de numéro 13, il avait propagé la magie dans tout Winas, rassemblant sorciers et mages pour se rebeller contre l'oppression, les libérant ainsi de la persécution. Cependant, ces méthodes étaient extrêmement cruelles, causant le sacrifice d'innombrables vies innocentes. C'est la directrice Albus elle-même qui l'a achevé. Malgré cela, le numéro 13 avait laissé une influence profonde, changeant en partie la perception des gens à Hal, égard de la magie. Fort de cette histoire, la directrice a fondé un village de sorciers au sud, afin que ceux qui avaient des pouvoirs ne soient plus considérés comme des parias. Cette fois, je serai envoyé là-bas avec d'autres étudiants pour améliorer l'image des sorciers aux yeux du public. La directrice précisa clairement que si le gouvernement du village ne les reconnaissait pas dans les 5 prochaines années, je serais renvoyé et tous mes souvenirs de l'académie et de la magie seraient scellés. En entendant cela, Lucristas s'exclama avec admiration devant le plan de la directrice et se proposa même être le professeur qui guiderait tout notre groupe. Bien que la directrice ait déjà prévu quelqu'un d'autre, Lucristas refusa de reculer, sortant une lettre de nomination qui rendit la directrice à la fois impuissante et résignée. Elle promit de superviser les enfants, mais à la condition de pouvoir emprunter le livre vierge, qui était le premier livre de magie. Le provost a fermement refusé car il s'agissait d'un document interdit contenant un pouvoir capable de détruire le monde. Cependant, elle a également suggéré que Lucristas pouvait venir au village pour rencontrer l'auteur du livre, le sorcier de la boue noire. Lucristas a joyeusement accepté immédiatement. Le lendemain, moi, Lucristas et quelques autres, nous sommes rassemblés à la porte de la ville pour nous préparer au voyage. Le groupe comprenait Hort, une sorcière senior extravertie, et Kudo, un homme lézard, un jeune homme qui avait beaucoup voyagé et était convaincu de n'avoir besoin de personne pour le guider. Le groupe s'est arrêté dans un restaurant pour se remplir l'estomac. Là, Lucristas a présenté le bâton de Luden, une arme étrange qui pouvait drainer la magie de quiconque la touchait. Seule elle, qui avait signé le contrat, y était immunisée. Parmi nous tous, j'ai été le seul à souffrir du mal des transports, forçant le groupe à marcher. En chemin, nous avons eu des conversations plus franches. J'ai révélé que j'avais perdu toute ma mémoire avant d'entrer à l'académie et que ce stage était ma seule chance de faire mes preuves. Si j'y échouais, mes souvenirs de l'académie seraient également effacés, me laissant une personne vide. Lucristas a semblé déçu d'entendre ma confession qu'il était presque incapable d'utiliser la magie. Chaque fois que j'essayais, je ne pouvais pas la contrôler. Mais quand je la réprimais, je ne pouvais rien activer. Le sorcier de l'aube, le surnom de Lucristas, m'a conseillé d'abandonner l'idée de devenir un magicien, parce que le problème était plus grave que je ne le pensais. En raison de la marche, notre plan a été retardé. Le lendemain matin, le groupe est arrivé à une auberge. Pendant le petit déjeuner,
nous avons rencontré 2 autres étudiants qui avaient voyagé auparavant avec l'homme lézard. Ces 2 personnes se sont plaintes d'avoir été attaquées par un groupe de voleurs la nuit précédente, et pendant le danger, l'homme lézard S était enfui avec la carte et les bagages. Lou Christas a immédiatement suspecté, pensant que s'il était vraiment enfui par peur, il n'aurait pas pris ses affaires, car cela ne l'aurait fait que plus lourd. De plus, en voyant ces 2 étudiants en bonne santé et alerte, si les voleurs voulaient les vendre comme esclaves, cela aurait certainement eu un meilleur prix. Pourtant, ils s'en sont pris au lézard, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas d'un simple gang de voleurs, mais de chasseurs de sorciers. Lou Christas a supposé que le lézard s'en était rendu compte et avait délibérément pris la carte pour les attirer, se sacrifiant afin que ses amis puissent battre en retraite. Se sentant responsable d'avoir laissé un membre de la équipe se séparer, Lou Christas a décidé d'y aller seul pour le secourir. Elle m'a interdit, à Hort et à moi, de la suivre, pensant que des mages jeunes et inexpérimentés ne feraient que l'embarrasser. Mais comme d'habitude, plus elle nous l'interdisait, plus nous voulions faire le contraire. Hort a eu l'idée d'utiliser la magie divinatoire sur le mouchoir que Lou Christas m'avait donné quand j'avais le mal des transports pour trouver la localisation de Lou Christas. Tous les 2, nous nous sommes aventurés profondément dans la forêt, tandis que Hort n'arrêtait pas de se plaindre et de maudire cet ami lâche qui les avait abandonnés et avait refusé d'aider à sauver le lézard. À leurs yeux, ce haine n'était pas de leur responsabilité, donc s'ils mouraient, cela ne les concernait pas. Soudain, au milieu d'une mare de sang, il y avait la queue coupée du lézard de Kudo, et 2 pâles. La peur monta à la pensée que le lézard avait été démembré par ses ennemis. Cependant, Hort s'est vite rappelé que se couper la queue était une méthode de survie courante pour cette espèce, et qu'elle repousserait plus tard. Comprenant cela, ils ont tous 2 poussé un soupir de soulagement tout en ramassant avec précaution la queue pour la conserver en cas d'urgence. Ils ont suivi la piste et ont rapidement découvert des empreintes de pas sur le sol. 2 ensembles appartenaient clairement à Kudo et Lou Christas, tandis que les autres appartenaient aux assaillants. Alors cette fois, il n'y avait qu'un seul adversaire. Pourtant, cela avait suffi à faire abandonner ses affaires et à faire fuir un mage expérimenté comme Kudo. Or frissonna, tremblante en se rappelant ce qu'elle avait appris sur les juges de Diagne, une troupe de guerriers recrutés parmi les condamnés à mort choisis par elle, Église, spécialisée dans la chasse aux sorcières à tout prix. Bien que cette organisation ait été dissoute depuis longtemps, Hort craignait que ces chasseurs impitoyables n'aient jamais disparu du monde. La peur de Hort, N, était pas sans fondement. Dans le passé, enfant, elle avait assisté à l'entrée d'un chasseur solitaire dans la ville qu'elle visitait, massacrant des innocents et incendiant tout. Il l'avait menacé que si elle était une sorcière, elle subirait le même sort. Terrifiée, Hort avait fui, abandonnant son ami ligoté à un poteau, un traumatisme qui la hanterait à jamais. Pour cette raison, elle hésita, voulant faire demi-tour et battre en retraite. Mais à ce moment précis, le cri désespéré de Kudo résonna depuis les profondeurs de la forêt. Je pris immédiatement la main de Hort, lui disant avec insistance que si nous continuions à avancer, cela pourrait être une condamnation à mort. Mais je ne pouvais pas rester là, à regarder mes amis abandonnés. Cette exhortation raviva la flamme du courage en Hort, dissipant les spectres du passé, la forçant à changer d'avis. Kudo se cachait alors sur une haute branche d'arbre, pendant que les chasseurs fouillaient le terrain, tendant des pièges partout. Soudain, il découvrit un fil de fer tendu à travers la branche. Quand il réalisa que était un piège, il était trop tard. La branche se brisa, le faisant tomber de l'arbuste. Une flèche jaillit. Kudo l'esquiva, mais tomba sur des pieux pointus au sol qui lui transpercèrent la jambe. Se tirant du piège, Kudo se protégea prudemment, pensant que d'autres flèches suivraient. Mais cette fois, c'est un juge notoire qui apparut, celui qui le traquait toute la nuit. Kudo lutta, mais réalisa avec horreur que la magie n'avait aucun effet sur lui. Toute la nuit, il n'avait pu que utiliser des éclairs pour tromper et fuir désespérément. Cette fois, le juge s'approcha rapidement, brandissant sa massue gigantesque et projetant Kudo contre un tronc d'arbre, le faisant vomir du sang. Il regarda la blessure guérie sur la jambe de Kudo, puis se mit à rire comme un fou. Il avait enfin trouvé une bonne affaire, alors ses yeux étaient pleins de cupidité. S'il pouvait capturer Kudo vivant, un homme lézard avec une capacité de régénération extraordinaire, pour le vendre aux chercheurs de l'Al, Église, sa valeur serait incalculable. Il appela ses subordonnés pour qu'ils apportent une cage. Dans son désespoir, des souvenirs sombres ont refait surface. Kudo se souvint avoir été réduit en esclavage, enfermé dans un cirque, torturé quotidiennement pour exhiber sa capacité de régénération devant une foule en délire. Cette obsession est restée gravée en lui jusqu'à sa fuite, son arrivée à l'académie et sa transformation en un puissant sorcier. Pourtant, le voilà maintenant ligoté à nouveau dans une cage. Kudo serra les dents, enfonçant ses griffes dans les racines d'un arbre pour s'accrocher à son dernier morceau de liberté. Le juge, furieux, lui brisa la main. La douleur extrême fit hurler Kudo. Mais il mordit toujours les racines, attendant son dernier moment. C'est alors qu'une détonation retentit, déchirant l'espace comme le tonnerre. Les arbres à côté du juge furent fendus en 2 par un puissant sortilège. La personne qui apparut était Lou Christas, la sorcière de l'aube centenaire. Son bâton, Luden, rugit violemment et chargea. Le juge n'eut que le temps de frapper la bouche du bâton.
puis transpirait de froid en réalisant que l'arme dans les mains de Loukrista était le légendaire Luden. Loukrista annonça fièrement son identité. Le juge hésita un instant, mais se lança quand même imprudemment, coupant l'arbre sur lequel se tenait Loukrista. En réponse, Loukrista et Luden effectuèrent un balayage, faisant s'effondrer la forêt environnante, tuant en un instant tous les chiens enragés sous les ordres du juge. On aurait dit que tout était fini, mais soudain, les cris pathétiques de 2 étudiants retentirent. Les 2 avaient été pris en otage par le juge. Hort reconnut immédiatement celui qui avait semé la terreur dans la ville il y a des années. Son corps entier trembla, figé sur place. Loukrista se mit en colère, menaçant d'écraser l'homme avec son bâton s'il osait faire du mal à son élève. Le juge ricana et demanda un changement de conditions. Loukrista dut lâcher Luden et me laisser me faire prendre en otage à sa place. Face à son élève étranglé, Loukrista souffrit mais dut obéir, laissant tomber son bâton. Le juge recouvrit immédiatement Luden d'une cape anti-magie. Puis il m'ordonna de la ramasser et de la lui apporter. J'obéis docilement. Mais à ma surprise, le juge appela Hort par son nom. La peur paralysa Hort et elle révéla qu'elle était une espionne envoyée par Mel, Église à l'académie. La dure réalité la frappa. Hort se souvint de ses origines. Elle était née avec des cornes sur la tête, considérée comme un monstre, et confiée à elle, Église par sa propre mère, une fervente croyante. Là, ils lui coupèrent les cornes et la placèrent dans un orphelinat. Ensuite, ils la forcèrent à devenir espionne, à infiltrer l'académie de magie. Cependant, son temps à l'académie avait changé Hort. Pour la première fois, elle expérimenta l'amitié, l'esprit de équipe et le désir de devenir une vraie magicienne. C'est pourquoi, lorsqu'elle fut autorisée à participer à ce stage, Hort fut vraiment heureuse. Mais elle, Église, envoya ce juge cruel, la plongeant dans une tragédie sans issue. Hort s'effondra, se reprochant d'avoir mis tout le monde en danger. Mais je lui souris simplement, la rassurant en lui disant que ce haine n'était pas de sa faute. Touchée par ma gentillesse, Hort décida de vivre une fois pour toutes selon sa vraie nature. Elle utilisa la queue coupée de Kudo comme sacrifice, invoquant une flamme bleue qui prit la forme d'un dragon, fonçant droit sur le juge. Paniqué, il me prit immédiatement ma cape anti-magie pour se protéger. La cape arrêta l'attaque, et il s'avança froidement vers Hort, prêt à punir sa trahison. Mais à ce moment précis, j'entendis l'appel de Luden. Je fus poussé à ramasser le bâton malgré les cris de Loukrista, qui tentait de m'en empêcher. Dès que je le touchai, le bâton s'illumina instantanément, aspirant l'aile. Énorme quantité de magie qui était en moi et libérant une puissance terrifiante. Même si j'avais voulu m'arrêter, il était déjà trop tard. Le bâton recouvrit toute la zone d'une gigantesque sphère de lumière. Lorsque la lumière se dissipa, je me réveillai et trouvai Hort qui se protégeait. Elle sanglotait, me serrant fort dans ses bras, soulagée que je sois encore en vie. Loukrista cependant était livide de rage. Une bande d'étudiants naïfs, osant toucher à Luden, était comme s'ils cherchaient la mort. Le groupe continua son voyage. En chemin, je me demandais pourquoi j'avais touché Luden et avait survécu. Loukrista révéla une vérité choquante. La magie dans mon corps était presque infinie, dépassant de loin celle des mages normaux. C'est pourquoi Luden n'avait pas pu épuiser complètement ma magie. C'est aussi pourquoi je n'avais pas pu contrôler la magie jusqu'à présent. Avant de partir, Loukrista avertit Kudo qu'il valait mieux rester avec le groupe, mais celui-ci refusa avec arrogance. Ce ne fut que lorsqu'elle monta sur son épaule et se plaignit qu'il accepta à contre-cœur. Paradoxalement, lorsqu'ils décidèrent de retourner dans la forêt pour retrouver la queue coupée, ils découvrirent qu'Hort l'avait utilisée comme sacrifice pour le feu du dragon. Kudo fut pétrifié, le cœur déchiré, les larmes aux yeux. La nuit tombant, l'espace devint silencieux, et Hort et moi nous assîmes au bord d'un ruisseau isolé pour partager nos pensées juvéniles. Pendant ce temps, au loin, l'homme lézard et la vieille naine Loukrista avaient trouvé une petite auberge pour se reposer après leur long voyage. Dans cette atmosphère paisible, Hort décida d'enlever le chapeau qui cachait toujours son plus grand secret. Alors que ses cheveux se dénouaient, ses cornes apparurent à la lumière de la lune, et elle rassembla tout son courage pour me raconter l'histoire de son passé. À cause de ses cornes, tout au long de son enfance, elle avait été rejetée, méprisée et chassée par les regards acerbes des autres. Cependant, grâce à ce qu'elle avait appris à l'académie, ainsi qu'à la confirmation de Loukrista, Hort comprit sa vraie nature. Elle était une bête déchue, une créature formée lorsqu'une sorcière accordait son pouvoir à un guerrier bête. Lorsque la sorcière et le guerrier bête mouraient tous deux, l'esprit de la bête restait dans la lignée de la sorcière, et leurs descendants donnaient alors naissance à des bêtes déchues comme elle. Après avoir vidé son cœur, Hort ému posa un léger baiser sur ma joue en signe de gratitude pour la confiance et l'acceptation. Immédiatement après, elle s'enfuit précipitamment, me laissant là, le visage encore stupéfait. À peine Hort était-elle partie, que la sorcière naine apparut soudain juste à côté, me réprimandant pour ma jeunesse d'esprit, me reprochant de ne pas avoir su saisir l'occasion quand le feu vert avait été si clairement donné. Le lendemain matin, une nouvelle terrible tomba. 2 de nos compagnons de groupe furent arrêtés pour avoir divulgué des informations à elle, Église. Pour être franc, ils étaient des espions. Depuis lors, seuls 4 d'entre nous continuèrent le voyage vers le village des sorcières. Avant le départ, la vieille naine conseilla à Kudo de guérir son bras,
car un guerrier blessé ne pouvait pas être d'une grande utilité. Elle se moqua même en disant que le bras N était pas une feuille de bananier qui pouvait repousser quand on le voulait. Loukristas le consola, disant qu'il y avait des stations de recharge ici, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter d'un manque de mana. Pendant la discussion, la vieille naine suggéra que la méthode la plus efficace pour transférer le mana était par un baiser, mais elle fut immédiatement rejetée par Hort, qui considéra cela comme une idée indécente. Finalement, ils convinrent qu'un contact peau à peau, comme se tenir la main, suffirait à transférer la magie. Cependant, si les choses dégénéraient, Kudo risquait d'absorber trop d'énergie, entraînant une explosion et la mort. Pour prévenir ce danger, la vieille naine décida de servir de superviseur. Elle prit la main des 2 jeunes hommes, transférant le flux magique de moi à Kudo. En un instant, grâce au sort de guérison, le bras et la queue perdus de Kudo repoussèrent rapidement. Les alentours, témoins de cette scène, furent stupéfaits. Loukristas, folle de joie, appela tout le monde à chanter et à danser ensemble pour célébrer la puissance de la magie. En quittant cet endroit, ils arrivèrent dans une grande ville. Une calèche passa négligemment, projetant de la boue sur moi, ce qui me donna une apparence pitoyable. Pour réconforter son élève, Loukristas conduisit le groupe dans une auberge familière. Il y avait là un grand bain public, parfait pour se détendre. Tandis que Kudo et moi nous baignions dans l'eau chaude, Kudo expliqua la véritable raison pour laquelle il aspirait à devenir un sorcier. Il raconta qu'autrefois, il avait été traité comme une bête de foire, exhibée pour le divertissement. À ce moment précis, une terrible catastrophe éclata dans le nord. Une sorcière démente complotait pour détruire le monde. Kudo s'en sortit miraculeusement et fut sauvé par le roi des démons. À cette époque, les hommes bêtes déchus étaient considérés comme des symboles d'impureté. Les êtres hybrides étaient méprisés par la société. Pourtant, alors que tous le regardaient avec dédain, seul cet héros sourit de soulagement en sachant que Kudo était vivant. Depuis lors, il nourrit le rêve de rejoindre la Légion magique de l'eau, Église, de devenir un être aussi fort et noble que son sauveur. La prochaine étape de leur voyage se déroula étonnamment sans heurts. Où qu'ils aillent, le groupe était reconnu, et tout le monde accueillait chaleureusement Loukristas. Loukristas, forte de son expérience, savait toujours où pêcher, où se reposer convenablement. Elle enseigna aux jeunes les techniques de survie dans la nature, ainsi que l'utilisation de la magie pour aider les autres, des choses que l'Académie n'avait jamais enseignées. Grâce à la magie de Luden, Loukristas avait survécu 300 ans. Son corps fonctionnait à la magie. Sans besoin de manger, de dormir et immortelle, elle n'avait pas de désir d'amour ou de procréation. Cette longue vie était devenue lassante. Par conséquent, tout ce qui était intéressant, en particulier les événements dramatiques impliquant la survie du monde, elle le plaçait en priorité absolue. Soudain, un jeune garçon courut, en proie à la panique, rapportant frénétiquement que l'endroit N était pas sûr. Le garçon tira le bras de Loukristas, menant le groupe vers une cavité d'arbre, puis érigea une barrière qui dissimula parfaitement. Malheureusement, la barrière ne pouvait que dissimuler leur apparence, mais pas leur son. Peu de temps après, un mercenaire apparut, poursuivant sans relâche. Ayant perdu la trace du garçon, il menaça à voix haute, disant que s'il ne sortait pas, il lui disloquerait toutes les articulations. Grâce au battement rapide de son cœur, il découvrit rapidement ceux qui se cachaient dans la cavité de l'arbre, puis abattit son épée pour briser la barrière. Le garçon tomba dehors, et mon groupe ne put plus se cacher. Le mercenaire les avertit de ne pas être idiots et d'utiliser la magie, car sa vitesse était certainement supérieure à celle de n'importe quel sort. Dans une situation dangereuse, Loukristas choisit de rester pour distraire, tout en ordonnant aux enfants de partir rapidement. Loukristas affronta l'ennemi, le provoquant avec confiance. Le tigre comprit que tourner le dos à Loukristas à ce moment-là équivalait à se suicider. D'après ses paroles, Loukristas remarqua qu'il connaissait beaucoup d'informations sur le bâton magique Luden, sur le stage et sur le village des sorciers. Finalement, il décida de se retirer, sachant qu'il ne pouvait pas gagner. Cependant, il avertit Loukristas que si elle continuait à amener les enfants au village, il serait confronté à une catastrophe. Au même moment, les autres conduisirent le garçon sain et sauf à Lovelakel, église du village. Devant la porte, un prêtre de paroisse bandé attendait. Le garçon Lily courut dans ses bras, s'enthousiasmant en disant que ces gens l'avaient sauvé. Le prêtre connaissait non seulement l'affaire, mais les reconnut aussi rapidement comme des sorciers. Non seulement le prêtre, mais tout le village semblait connaître l'arrivée du groupe d'apprentis. Interrogé sur les bêtes humanoïdes qui avaient attaqué à la lisière de la forêt, il déclara calmement que ces étaient des gardes que la sorcière utilisait pour contrôler ce village. D'une voix lasse, le prêtre déclara que notre présence n'apporterait aucun changement et demanda sèchement à tout le groupe de partir. Il rappela qu'il y a 2 ans, le superviseur de l'académie avait abandonné le village aux envahisseurs et avait disparu sans laisser de traces. Depuis ce jour, cette sorcière avait pris le contrôle en toute impunité et les villageois N étaient plus en mesure de résister. En entendant cela, je réalisais que notre groupe de stagiaires était composé des exclus de l'académie. Un espion, une bête déchue rebelle, et moi-même, au dernier rang de la classe. Officiellement, nous avions été envoyés en stage. Mais en réalité, nous étions subtilement expulsés, sous prétexte de ne pas avoir terminé notre stage.
Kudo se demanda pourquoi les villageois ne cherchaient pas l'aide de la Légion magique de Dalit, Église, mais le prêtre se contenta de rire froidement, affirmant que la Légion de la Nuit ne sauverait jamais un village de sorcières. Alors que tout le groupe était perplexe, Loukristas apparut soudain comme un fantôme, réprimandant les stagiaires pour leur crédulité. Alors qu'il n'y avait aucune preuve que le prêtre ne soit pas complice du tigre dans la forêt. Lorsque le prêtre demanda pourquoi, s'il le soupçonnait, elle ne l'avait pas tué dès le début. Loukristas répondit calmement qu'elle aimait observer comment les gens trouvaient toutes sortes de raisons pour justifier leurs mensonges. Finalement, pour éviter toute controverse, elle demanda au prêtre de faire visiter le village au groupe. Voulant voir par elle-même la réaction des habitants, avant de décider s'il fallait le croire ou non, le prêtre accepta à contre-cœur. Ainsi, le groupe fut ramené au village de Stage, où le père de Lily attendait anxieusement le retour sain et sauf de son fils. Dès qu'il vit son père, le garçon se jeta dans ses bras, et le père remercia continuellement tout le groupe. Ensuite, il nous fit faire le tour du village, nous racontant des histoires en chemin. Il dit que l'ancienne sorcière superviseure était en réalité une bonne personne, ce qui amena Kudo à poser une question. Si elle était vraiment bonne, pourquoi avait-elle abandonné le village aux envahisseurs? Même le père admit qu'il ne comprenait pas la raison. Les villageois se terrent maintenant chez eux, obéissant aux ordres de la sorcière en évitant les étrangers. Après avoir marché un moment, ils s'arrêtèrent devant une maison délabrée et branlante. Accrochés à l'extérieur de la maison se trouvaient 4 épouvantails en paille, aux allures de condamnés, se balançant au vent. Un spectacle sinistre qui donne froid dans le dos. Le père expliqua qu'il s'agissait du châtiment infligé par la sorcière à ceux qui avaient eu l'audace d'essayer de Saharuga Sins, échapper, et qui avaient été capturés, tués sauvagement, puis leurs effigies de paille étaient exposées pour avertir quiconque d'autre penserait à quitter le village. Elle était en effet cruelle. Mais tant que les villageois obéissaient docilement à ses ordres, ils pouvaient vivre en paix. En rentrant dans sa maison temporaire, Loukristas décida avec colère de s'occuper de la sorcière et de régler par la même occasion le problème de la rusée directrice. Or proposa de retourner à la capitale impériale pour chercher de l'aide, estimant que la Légion magique écouterait. Mais je m'opposai immédiatement, faisant valoir que nous ne pouvions pas faire du village un champ de bataille sanglant juste pour obtenir notre diplôme, et que nous devions régler le problème actuel par nous-mêmes. Le jeune lézard, impatient, pensait que nous n'avions aucune chance de gagner. Une sorcière capable de commander un guerrier aussi puissant que le mercenaire, le simple fait de l'affronter serait un suicide. Il vaut mieux mettre fin à cela. Je serrai les dents et réfutai, disant que je ne pouvais pas accepter cela, car une fois que j'avais tenu mon bâton, je n'avais plus peur de la mort. Mais Horth tremblait toujours de peur, refusant de l'admettre. Je la regardai doucement, et lui dis que si elle ne voulait pas, Horth et le jeune lézard pouvaient rentrer pendant que la professeure et moi nous battions jusqu'au bout. En entendant cela, les yeux d'or se remplirent de larmes alors qu'elle criait désespérément. Elle dit que ce qu'elle craignait, elle, n'était pas la mort, mais l'idée obsédante de me perdre pour toujours. Ces paroles me laissèrent stupéfait, incapable de comprendre la situation qui avait fait pleurer Horth et la poussait à fuir. J'allais la poursuivre pour m'excuser, mais la professeure me retint, disant que s'excuser sans comprendre ce que l'on avait fait de mal ne ferait que blesser davantage la jeune fille. Puis, il prononça des mots cruels, disant qu'il avait mangé Horth, dont le goût était aussi délicieux que sa belle apparence. Entendant cela, Kudo entra immédiatement en fureur, son corps passant au vert et au rouge, alors qu'il se lançait dans une bataille à mort. Pendant ce temps, dans la grotte, j'ai accidentellement émis une lumière magique, évoquant même une lumière qui a aveuglé Loukristas. Elle était en colère, mais a ensuite admis que n'importe quel sorcier rêverait d'avoir un apprenti avec une réserve de puissance magique infinie comme moi. Ces mots m'ont soudainement plongé dans de sombres souvenirs, me faisant m'effondrer de douleur. Loukristas m'a conseillé de battre en retraite, mais j'y était déterminé, tant que Horth pouvait être sauvé, je n'avais peur de rien. À ce moment précis, un tentacule géant s'est étendu d'une porte à l'intérieur de la grotte, m'a serré et m'a entraîné. Loukristas s'est précipité pour me sauver, mais le sceptre de Luden a également été emporté par des fils d'acier. Le prêtre est apparu, a frappé Loukristas dans une pièce sombre, disant froidement qu'elle aurait dû le tuer dès le début. La porte s'est fermée et puis, dans une lumière bleue, j'ai remarqué une autre fille se tenant là, rayonnant d'une aura brillante au milieu de l'obscurité dense. En voyant l'apparition de cette femme inconnue, j'ai immédiatement réalisé qu'elle était celle qui m'avait sauvé de ma vie incertaine et sombre d'avant. La sœur tendit la main, ses yeux pleins d'attente, puis dit qu'elle m'attendait depuis longtemps. Avant que j'aie pu m'interroger ou poser des questions, Loukristas est rapidement intervenue, me pressant de me retenir car elle craignait qu'en un seul regard, cette femme ne puisse me manipuler et me contrôler. Il était évident que cette sœur n'avait pas de bonnes intentions envers Loukristas non plus. D'un simple claquement de doigts, Loukristas fut immédiatement projetée en arrière, tombant inconsciente sur le sol. La femme a exprimé sa déception en me voyant à nouveau entourée de ceux qu'elle considérait comme ignorants et ratés, qui ne se souciaient que du potentiel magique en moi. Elle jeta un chapeau ensanglanté, affirmant qu'il appartenait à Horth, ce qui me fit paniquer et crier, lui demandant ce qu'elle avait fait à mon ami. Elle répondit calmement qu'elle avait laissé un mercenaire dévorer cette fille. Cette réponse me frappa comme une déflagration, me laissant abasourdi.
le cœur battant la chamade. Sans s'arrêter là, la sœur continua de révéler qu'elle avait eu beaucoup de mal, depuis le contrôle du village jusqu'à la mise en scène de tous ces événements. Tout cela dans le seul but de me reprendre à la directrice. En entendant cela, je réalisais soudain que toutes les blessures et pertes que tant de gens avaient subies étaient directement liées à ma propre existence. Une série de souvenirs fragmentés et douloureux refit surface, me faisant m'effondrer sur place. La sœur qui se disait sorcière ne renonça pas, continuant de me tenter, essayant de me rallier à elle pour aller ensemble dans un monde qu'elle jugeait plus adapté. Mais je secouai la tête avec fermeté. Je lui dis que les moments de bonheur simple aux côtés de mes amis étaient ce qu'il y avait de plus précieux dans la vie, car ils ne m'avaient jamais considéré comme un échec ou sans valeur. Ce qui est adapté, ce qui ne l'est pas, je le déciderai moi-même. Et il est certain que parmi ceux dont j'ai besoin, il n'y a pas de place pour son existence. Pendant un instant, je voulus libérer toute ma magie, me concentrant sur un coup décisif pour à la fois sauver Loukristas et arrêter cette femme dangereuse. Mais avant que j'aie pu terminer l'incantation, Loukristas se réveilla soudainement et m'enlaça de manière inattendue, m'accordant un long baiser. Quand elle se retira, Loukristas sourit et dit que mon corps était maintenant rempli de magie. Loukristas récita immédiatement le sort familier que j'avais utilisé pour punir le juge dans la forêt auparavant. De ce flot de magie débordant, un dragon gigantesque aux 5 couleurs apparut, d'une majesté impressionnante, se précipitant droit sur la sœur. Mais tout devint inutile. Elle agita simplement la main et toute la magie fut dissoute en un clin d'œil. Au milieu de la fumée qui se dissipait, la sœur rit avec arrogance, se vantant d'être elle-même la créatrice de cette magie. Donc l'utiliser contre elle serait stupide. Elle se présenta comme Zéro, la sorcière de la boue noire, qui avait compilé le livre vide, le mystérieux ouvrage qui contenait toute la connaissance magique. En entendant cela, j'ai compris que dans cette vie, notre relation maître-disciple était terminée. Zéro s'est approché de moi, mais à ma grande surprise, au lieu de lancer un coup fatal, elle a fait exploser toute la pièce dans un spectacle de confettis éclatants. Elle m'a taquiné espiègle et a annoncé que, désormais, elle serait officiellement ma superviseuse. Pendant mon stage, J était toujours dans le brouillard, ne sachant comment réagir, au point que tout le monde était abasourdi par l'arrivée soudaine et l'omniprésence de Zéro. Loukristas a dû expliquer qu'il ne s'agissait que d'un test et que j'avais réussi cette épreuve difficile. Au même moment, Hort est également arrivée, me faisant pousser un soupir de soulagement en voyant que mon ami au gros sein était toujours en vie. Elle s'est précipitée pour m'enlacer, et tout a commencé à se clarifier. Tous les villageois avaient initialement participé à un complot pour nous tester. Chaque détail, chaque épreuve, tout avait été méticuleusement orchestré. Le prêtre qui avait menacé Hort-N était en réalité qu'un élément du jeu. Lorsqu'il l'a poussée à continuer de jouer l'espionne, elle lui a craché au visage sans hésiter. Ce simple acte était suffisant pour qu'elle réussisse son épreuve. Il s'est mis en colère, l'a frappée, puis lui a rendu son bâton en demandant à Loukristas si elle avait réalisé dès le départ qu'il ne s'agissait que d'un test. Bru a calmement hoché la tête, affirmant qu'une maison propre et bien entretenue ne pouvait pas être abandonnée pendant 2 ans, si était une preuve évidente. Immédiatement après, Kudo et le mercenaire sont également entrés. Il s'est avéré qu'ils avaient également surmonté leurs propres défis, rendant l'homme lézard fou de joie, serrant ses amis en larmes dans ses bras. Le groupe était sain et sauf, ayant survécu à cette épreuve rigoureuse. Les villageois ont organisé une grande fête de célébration, félicitant les jeunes mages et sorcières pour avoir réussi leur test. Lors du banquet, Zéro félicita une fois de plus les apprentis. Hort demanda curieusement pourquoi ils avaient été choisis. Zéro expliqua que, puisqu'ils étaient tous des étudiants exceptionnels, dépassant de loin la norme, leur caractère devait être rigoureusement testé. Car si des individus aussi talentueux choisissaient la voie des ténèbres, ils deviendraient certainement une catastrophe terrible pour l'humanité. Zéro estima que Hort était capable de surpasser même 20 Croissant, l'actuel directeur, d'ici 2 décennies. Quant à Kudar, elle croyait que s'il développait et affinait sa résilience, il deviendrait tôt ou tard un sorcier immortel. Et pour moi, Zéro confia, J, était la seule dont elle ne pouvait percer les limites du potentiel. Avec une réserve de mana infinie, je pourrais tout à fait vivre des siècles, le temps suffisant pour affiner et atteindre une force capable de tout percer, bien sûr à condition de travailler dur. Enfin, Zéro passa à l'annonce officielle du plan de stage. Chacun dans le groupe aurait son nom sur une boutique du village et recevrait des roses des habitants. Alors qu'elle s'apprêtait à parler plus sérieusement, le mercenaire et le prêtre interrompirent, tentant les enfants avec un plateau de nourriture alléchant. Après le banquet, le groupe retourna dans leur maison commune. Cette nuit-là, ils virent soudain un homme chevauchant un dragon passer devant la lune. Le garçon lézard devint fou quand il reconnut immédiatement sa idole, le dragon roi, qui était apparu. Le groupe se précipita pour chasser la silhouette du dragon. Lorsqu'il atterrit, le dragon roi s'approcha et leur remit une lettre de l'académie. Le contenu de la lettre laissa tout le monde stupéfait. Le directeur accordait officiellement aux apprentis le droit d'utiliser la magie sans restriction, comme les diplômés. Cela signifiait qu'ils étaient qualifiés pour participer à de vrais combats. De retour, le groupe raconta tout à Hort. En apprenant la nouvelle, elle regretta amèrement d'avoir manqué l'occasion de voir un dragon de près. Elle se plaignit bruyamment,
disant que la prochaine fois, elle ne serait certainement plus dans le village. Le groupe écouta et eut l'air tout aussi triste. Loukristas les consola, disant qu'elle resterait au moins longtemps pour lire toute la bibliothèque de Zéro, donc il faudrait beaucoup de temps avant qu'elle ne parte. Entendant cela, les enfants furent à nouveau joyeux. Ce n'est qu'à la fin de la nuit, lorsqu'il ne restait plus que Dawn et Zéro, que la conversation prit une tournure différente. Zéro admit qu'elle était en grave pénurie de mana, et que la raison pour laquelle elle m'avait rapproché était peut être ma source infinie de mana. Ensuite, Zéro raconta à Dawn mon douloureux passé. J'ai vu ma mère être tuée par une sorcière sous mes yeux, mon mana même être volé, et même ce voleur est mort dans d'atroces souffrances à cause d'une absorption excessive. Ces souvenirs obsédants m'ont conduit à sceller une partie de mon esprit, vivant dans l'incertitude pendant mon enfance. C'est pourquoi, lorsque Zéro m'a trouvé, elle m'a emmené à l'académie pour me donner une chance de recommencer. Cependant, ils ont également réalisé que si un jour je déclenchais accidentellement tout mon mana incontrôlable, je pourrais me détruire. Donc, m'emmener dans cet endroit était aussi pour observer. Dawn a immédiatement posé la question, demandant à Zéro de quel droit elle avait de contrôler ma vie. En réponse, Zéro révéla calmement un secret choquant. Je suis son petit-fils, le fils de la sorcière la plus tristement célèbre, la numéro 13, qui a volé le livre vierge et l'a utilisé pour semer la guerre. Le temps passe vite, cela fait plus de 2 mois depuis le début de mon stage dans le village. Cette période n'est pas très longue, mais suffisante pour que nous nous installions progressivement dans notre nouvelle vie. Chacun d'entre nous, par ses propres efforts et capacités, a trouvé une petite place dans le village. Après de nombreux jours d'apprentissage et d'expérience pratique, Hort est maintenant une mage polyvalente, capable de répondre à la plupart des besoins des villageois, des tâches quotidiennes aux demandes plus sérieuses de magie. Les villageois commencèrent à la reconnaître, et chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide, ils venaient la trouver avec confiance. Kudo, avec son expertise en guérison, ne tarda pas à s'imposer. Il fut embauché par une clinique locale en tant qu'assistant, devenant le bras droit des médecins. Chaque jour qui passait, Kudo était témoin de la souffrance des patients, puis les voyait se rétablir grâce à sa magie curative, ce qui lui procurait une fierté silencieuse mais profonde. Pendant ce temps, j'ai choisi d'ouvrir une boutique à la maison, fournissant du mana à ceux qui en avaient besoin. Mes clients les plus fidèles étaient autres que mes 2 compagnons. Chaque transfert de mana ressemblait à une promenade sur un nuage, comme une dose d'opium. Une fois mes 2 amis partis au travail, je commençais à m'habituer à mon rôle de soutien, acceptant peu à peu le rythme de vie à la maison. Je m'occupais des tâches ménagères, de l'entretien de la maison, qui servait également de station de recharge pour toute équipe lorsqu'ils rentraient de mission. Pour moi, c'était aussi une façon de contribuer, de me sentir utile. Cependant, lorsque la sorcière de l'aube vint me rendre visite, elle ne fut guère satisfaite de ce mode de vie reclus et entièrement tourné vers l'intérieur du jeune homme. Elle me reprocha affectueusement que je deviendrais bientôt stagnant ainsi, gâchant ma jeunesse. Je souris et lui dis que je me sentais bien, car il y avait toujours besoin de quelqu'un pour gérer la magie. Et si je ne faisais pas le ménage, personne ne lèverait le petit doigt. Au fond de moi, j'y voyais toujours une responsabilité, une façon de ne pas tomber dans le vide, ce que j'avais craint en me souvenant des paroles de Zéro. Voyant cela, Loukristas fut émue. En se souvenant de mon passé, elle ne put s'empêcher de ressentir de la compassion pour le jeune homme. Elle tira une chaise, me prit dans ses bras, sa voix devenant beaucoup plus douce. À ses yeux, n'était pas différent d'un oisillon qui avait encore besoin de ses ailes pour s'envoler, plutôt que de rester éternellement dans sa cage. Elle décida donc de trouver un moyen de faire sortir le jeune homme de la maison afin de me donner une chance de sortir. Elle m'a confié une mission simple, aller lui cueillir des feuilles de thé. En chemin, j'ai rencontré Lily. Elle a entendu dire que je cherchais des feuilles de thé. Le garçon a proposé avec enthousiasme de me montrer le chemin, car il savait exactement où trouver les meilleures feuilles de thé. Alors nous nous sommes aventurés tous les 2 dans la forêt. De loin, j'ai vu cela, et j'ai semblé inquiète. Une forêt profonde n'est pas un endroit sûr pour un enfant sans protection. Mais avant que mon avertissement n'atteigne ses oreilles, Lily a boudé, a dit « courons » et s'est enfuie dans un arbre. Je l'ai appelé encore et encore, lui disant de descendre. Mais Lily n'a fait que marmonner qu'il avait essayé de faire le dur, prétendant tout savoir, pour finalement nous perdre tous les 2. J'ai soupiré doucement, puis j'ai doucement guidé le garçon pour retrouver le chemin. Tout en cherchant, Lily a soudainement découvert un rat rongeant mon pantalon. Était l'animal de compagnie familier de Lily. Le garçon était ravi, disant que l'animal nous montrerait certainement le chemin. Alors ils l'ont suivi précipitamment, et en effet, peu de temps après, ils sont tous les 2 rentrés sains et saufs à l'église. La première scène était la mère de Lily qui attendait. Elle était furieuse, a grondé son fils, puis lui a tiré l'oreille et l'a traîné à l'intérieur. Derrière moi, une grande silhouette est apparue. Le prêtre, au visage froid mais à contre énergie bouillonnante. Il m'a invité dans le contre église pour prendre le thé et des biscuits. À l'intérieur, Lily était également présente. Immédiatement, le prêtre lui a demandé de retirer son chapeau pour parler respectueusement, mais Lily a refusé catégoriquement, craignant d'effrayer l'invité. Il n'a pas écouté, et lui a soudainement arraché son chapeau. Les oreilles de souris sont apparues, ce qui a rendu Lily extrêmement embarrassée, souhaitant seulement trouver un trou pour se cacher. Cependant, le prêtre est resté calme,
lui disant de ne pas faire de bruit et de préparer rapidement le repas. Quand le repas fut servi, le prêtre s'est tourné vers moi pour me réprimander sévèrement d'avoir osé risquer d'entrer dans la forêt dangereuse pour chercher des feuilles de thé, alors qu'il y en avait beaucoup autour de la maison de Zéro. Cependant, il m'a également encouragé, disant que voyager et acquérir de l'expérience m'aiderait à mûrir, plutôt que de rester caché à la maison. En quittant l'église, j'ai rencontré Horth. Elle a été surprise de me voir sortir et a doucement essuyé la trace de nourriture sur le coin de ma bouche. Mais mes yeux ont immédiatement remarqué la tache de sang sur sa manche. Horth a rapidement expliqué que ce N n'était pas son sang, mais celui d'un mercenaire, lorsqu'elle et lui étaient allés dans la forêt pour tuer des loups sauvages. En fait, pendant cette bataille, Horth avait eu tellement peur qu'elle n'a pas eu le temps de lancer de sort. Un mercenaire a dû se tenir devant elle pour la protéger et a été blessé. Un sentiment d'impuissance l'a envahi, faisant pleurer Horth. Lily, passant par là, l'a vue, est venue la consoler et l'a emmenée. Lou Christas, qui avait secrètement observé du début à la fin, est sorti, m'a appelé et a dit que quelqu'un avait besoin de mon pouvoir magique. Nous sommes allés immédiatement voir Zéro, qui était occupé à soigner le mercenaire, sans réfléchir. Dès qu'il a vu son petit-fils, Zéro s'est précipité pour l'embrasser afin de reconstituer son pouvoir magique, puis a utilisé une magie de guérison avancée sur le mercenaire. Le résultat a été miraculeux. Le corps du mercenaire a récupéré presque instantanément, se sentant léger dans tout son corps. Mais les premiers mots qu'il a prononcés n'ont pas été des remerciements, mais de la jalousie. Il était mal à l'aise de voir Zéro si proche du jeune homme. Pendant ce temps, J était inquiet de savoir si l'accident de Horth la conduirait à être jugée négativement. Mais Zéro et le mercenaire m'ont tous deux assuré que la situation N n'était pas assez grave pour être renvoyé de l'école. Le mercenaire s'est contenté de dire fermement qu'il devait mieux coopérer la prochaine fois. Je me suis soudainement souvenu de Lily et je me suis précipité pour la chercher afin de lui donner une autre chance d'aller dans la forêt avec moi. Zéro avait maintenant compris que Lou Christas avait délibérément mis en place un stratagème, ordonnant à son petit-fils de faire des corvées pour m'attirer hors de chez moi. Lou Christas était plainte qu'elle n'aimait pas le fait que le jeune Seibil s'enferme entre quatre murs. Mais Zéro et le mercenaire trouvaient cela normal, pouvoir faire ce que l'on voulait était aussi un bonheur. Quand ils furent tous les deux seuls, Lou Christas demanda sérieusement pourquoi Zéro ne m'avait pris qu'un peu de magie. Alors qu'elle en avait clairement besoin de plus, Zéro répondit qu'en tant que ma parente et tutrice, elle ne pouvait pas trop en demander, car ce serait exploiter le garçon. Lou Christas écria, disant que si cela continuait, Zéro vieillirait et mourrait. Mais Zéro se contenta de sourire et soupira doucement. Pour elle, vivre une vie normale, vieillir et mourir un jour aux côtés de la personne qu'elle aime, était le vrai bonheur. Pendant ce temps, Kudo avait également des ennuis au travail. Il est allé dans un village voisin pour soigner les personnes atteintes de la peste. Trop plein d'enthousiasme et d'excitation, il a utilisé toutes ses forces pour guérir tous les patients en même temps, ce qui a conduit à épuisement total, et à évanouissement sur place. Le chef de la clinique a dû le ramener. En se réveillant dans la chambre familière, Kudo, encore pas tout à fait remis, s'est demandé qui était le prochain patient. Il est descendu et a entendu ses amis lui raconter toute l'histoire, ce qui l'a rendu à la fois honteux et plein de remords. Cependant, il s'est vite rendu compte que Horth avait causé des problèmes encore plus importants que lui. Ainsi, les deux se sont violemment disputés. Heureusement, Lou Christas est apparu juste à temps, leur rappelant sévèrement que s'ils voulaient vraiment éviter que les problèmes ne se reproduisent, ils devaient travailler plus dur et être plus responsables. Enfin, elle a annoncé que le lendemain, tout le groupe devrait rencontrer Zéro. Le jour suivant, ils se sont tous rendus chez Zéro et ont immédiatement été submergés par son immense collection de livres. Zéro a expliqué que les livres exposés dans la pièce N étaient que les livres ordinaires, tandis que tous les livres interdits étaient cachés dans une bibliothèque secrète au nord. En entendant cela, tout le monde n'a pas pu cacher son excitation et a discuté de l'idée d'y aller faire une visite. Cependant, je me suis immédiatement opposé à cela. Après la récente bataille, le nord était encore rempli de ruines chaotiques et de monstres féroces. Ce N était clairement pas un endroit approprié pour une sortie de loisirs. L'endroit était si dangereux qu'une seule attaque surprise suffirait à ôter une vie. J'ai donc décidé d'annuler complètement le projet de mes amis. Cependant, Horth a maintenu sa confiance, croyant qu'avec une magie illimitée, couplée aux capacités d'attaque et de guérison coordonnées de tout le groupe, il deviendrait invincible. A l'inverse, Kudo n'avait pas beaucoup de confiance. À ses yeux, un mage qui avait accidentellement attaqué son coéquipier et une personne qui, évanouissait facilement des épuisements en sauvant quelqu'un d'autre ne pouvaient pas être des piliers fiables. Au moment où cette tension s'est répandue, Zéro est soudainement devenue différente. Elle a dit sévèrement qu'elle avait préparé une leçon spéciale pour Horth et a souligné qu'elle ne laisserait pas Horth revenir avant d'avoir maîtrisé ce nouveau type de magie. Zéro a immédiatement emmené Horth, tandis que j'ai trouvé par hasard un livre intéressant sur étagère. L'entraînement a commencé par Zéro, demandant à Horth de pratiquer une magie d'attaque en forme de dragon. Avant, Horth avait plutôt bien performé, donc Zéro semblait satisfaite. Cette fois, elle a proposé un nouveau défi, obligeant Horth à utiliser un seul sort
pour allumer toutes les bougies de la pièce. Hort a immédiatement échoué, tremblant et éclatant en sanglots, en réalisant qu'elle n'avait pas assez de mana pour maintenir ce sort trop lourd. Zéro a démontré en utilisant seulement la même quantité de magie que Hort avait été invité à utiliser, mais avec un effet plusieurs fois supérieur. Elle a profité de cette occasion pour expliquer plus en détail comment contrôler et utiliser la magie efficacement. Cependant, avant que sa conférence ne soit terminée, Zéro s'est soudainement effondré. Sa magie S était complètement épuisée, provoquant la panique chez ses élèves qui se sont précipités pour l'aider. J'ai essayé de lui transmettre de l'énergie, mais tous mes efforts ont été vains. Pendant un instant, j'ai même envisagé de répéter ce que j'avais fait auparavant. Mais Zéro a secoué la tête, disant que cela ne fonctionnerait pas cette fois. Bien qu'elle ait essayé de se lever et ait déclaré qu'un seul repas copieux suffirait à la rétablir, elle s'est immédiatement effondrée à nouveau. Je me suis précipité pour la relever, et mon attitude attentionnée a rappelé à Zéro son frère. Je l'ai conduite dans la chambre, essayant de lui transmettre de la magie à plusieurs reprises, mais sans succès. Zéro m'a doucement demandé d'arrêter, car si elle le souhaitait vraiment, lui soutirer ma magie serait chose facile. Cependant, mon regard s'est arrêté sur les yeux de Zéro, des yeux identiques à ceux de son frère. J'ai demandé d'une traite si elle savait quelque chose sur ma mère. Mais Zéro a répondu qu'elle ne savait rien de ma mère. Par contre, de mon père, elle en savait plus que quiconque. Je n'avais jamais imaginé avoir un père, mais avant que je puisse demander davantage, Zéro m'a orienté vers le livre que j'avais apporté de la bibliothèque. Lorsque j'ai exprimé mon intention d'aller en forêt chercher des herbes et mon projet d'utiliser le livre pour étudier, Zéro a ri, disant que ce serait extrêmement difficile car l'écriture y était désordonnée et illisible. Cependant, je trouvais cela tout à fait normal, comprenant même une grande partie car ma propre écriture était pas moins mauvaise. Mon père était un génie rare, et les secrets de ce livre ne pouvaient probablement être déchiffrés que par moi. Le mercenaire s'est ensuite précipité pour apporter la nourriture. Dès qu'il m'a vu, il m'a immédiatement remercié d'avoir ramené Zéro à temps, sinon la situation aurait pu être bien pire. Je me sens coupable de ne pas pouvoir canaliser de la magie pour l'aider. Mais Zéro s'en rend compte immédiatement et décide de me dire quelque chose d'important. Elle me demande directement si je veux devenir un utilisateur de magie qui fournit de la magie, ou si je veux emprunter le chemin d'un véritable sorcier. Si je ne choisis que la première option, ce village n'a plus rien pour m'aider à progresser davantage. Zéro me conseille de réfléchir attentivement. J'emmène le livre dans la forêt avec Lily. Nous marchons et étudions, et je réalise rapidement que le livre contient de précieuses connaissances. Après un moment, nous tombons sur le cadavre d'un cerf attaqué par un loup. Avant que nous ayons pu détourner le regard, une forêt de fleurs rouges vifs apparaît devant nos yeux. C'est bien l'espèce que nous recherchons. Lily ne peut cacher sa joie, et court immédiatement au milieu de la forêt de fleurs. Alors que je sens instinctivement l'inquiétude, un mauvais pressentiment fait battre mon cœur rapidement. Et en effet, j'avais raison. Une créature étrange émerge de la forêt de fleurs. Je crie à Lily de se coucher, mais il est trop tard. Le monstre concentre sa force puis tire une volée d'épines comme une pluie de flèches. J'ai été blessé à plusieurs endroits, mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est que Lily avait également été gravement touchée. Il est tombé inconscient, sa respiration faible. J'essaye de prononcer un sort de guérison, mais comme toujours, je n'y parviens pas. Dans le désespoir, je ne peux que serrer Lily dans mes bras et courir vers le village. La douleur lancinante a fait s'estomper ma conscience. Je me blâme d'avoir négligé ma pratique, de ne compter que sur les autres. Dans ce désespoir, une voix résonne dans ma tête. C'est la voix de Loukristas, via le corbeau magique de Luden qui m'a trouvé. Loukristas m'ordonne de ne pas succomber, de continuer à courir car Zéro est en chemin. Si je suis rapide, Lily a encore une chance de survivre. Je grince des dents et me relève, utilisant toute ma force restante pour courir vers le village. Finalement, j'ai rencontré Zéro et le groupe de mercenaires. J'ai fondu en larmes, m'excusant sans cesse de ne pas avoir pu guérir Lily. Le mercenaire m'a réconforté me disant que j'avais fait de mon mieux. Loukristas est également arrivé rapidement, demandant catégoriquement à Zéro d'utiliser son sang comme catalyseur pour sauver le garçon. Sans hésitation, Loukristas s'est entaillé le poignet pour que le sang coule à flot, et Zéro a immédiatement appliqué une magie de guérison de haut niveau. Grâce à cela, Lily a échappé à la faux de la mort. Ils se sont rendus à la clinique. Kudo s'est empressé de les soigner, mais il était également épuisé. J'ai décrit l'apparence du monstre, amenant Loukristas à reconnaître immédiatement qu'il s'agissait d'une sorte de bête créée par des démons. Cette espèce se déguise généralement en cadavres d'animaux pour attirer ses proies, puis utilise des épines pour aspirer le sang avant de se transformer en une nouvelle forme. On les appelle les seringues florales. Normalement, elles n'apparaissent que dans le nord, mais cette fois, elles ont été aperçues dans le sud. Il est évident que quelqu'un essaye délibérément de semer le danger. Zéro a immédiatement envoyé Kudo et le mercenaire enquêter, mais dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé Hold bloquant le passage, disant qu'il venait vérifier la situation. Ensuite, ils se sont rendus à l'Aisne, église pour discuter avec le prêtre. Il y avait des rumeurs, selon lesquelles quelqu'un collectait des reliques d'anciennes catastrophes et les vendait au marché noir à prix élevés. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, l'apparition de monstres dans la forêt rend cette rumeur encore plus suspecte. Le prêtre a décidé d'emmener Lily avec lui pour enquêter. Pendant ce temps, le mercenaire devait se rendre dans le village voisin pour donner l'alerte,
Mais si les deux partaient ensemble, le village n'aurait personne pour le protéger. Finalement, la responsabilité de protéger cet endroit a été confiée à Holdem, bien qu'il n'ait pas été très enthousiaste. Pendant ce temps, Zéro a soudainement demandé à accompagner le mercenaire. Il a essayé de la convaincre de rester car elle venait d'épuiser sa magie et l'accompagner ne ferait qu'ajouter un fardeau, mais le mercenaire a fini par céder et a laissé Zéro l'accompagner. Peu après, le loup-garou apparut à l'hôpital, se plaignant qu'il n'avait été chargé que de l'inspection, mais qu'il avait été involontairement affecté à la tâche supplémentaire de protéger le village. Cela dit, il renvoya les élèves pour rester seul avec Loukristas. À ce moment-là, Loukristas lui demanda franchement des éclaircissements, car le moment de son apparition dans le village et la découverte du monstre était une coïncidence incroyable. Mais s'il avait eu l'intention de détruire le village, il l'aurait fait dès le début, au lieu de tourner autour du pot. Pour l'instant, Loukristas a choisi de lui faire confiance. Pendant ce temps, le loup-garou lui demanda si elle avait un moyen de gérer les ruines, car elle était la seule sorcière en qui son maître avait confiance. Ces paroles rappelèrent à Loukristas le souvenir d'un ami d'enfance qui, était sacrifié pour protéger tout le monde, ce qui la persuada que cette personne voudrait aussi qu'elle continue à porter la mission de protéger le village. Loukristas accepta la mission, mais n'oublia pas de demander une compensation. Le loup-garou répondit qu'il demanderait la permission au directeur pour qu'elle puisse lire le livre vierge, ce qui ravit Loukristas. Après l'incident dans la forêt, j'ai décidé de devenir une véritable magicienne, et j'ai résolu de m'entraîner. J'ai demandé à 2 amis de m'apprendre la magie en échange de quoi je restaurerais leur mana. Ils ont tous 2 accepté, notamment Oli, qui a exprimé son désir de voir son mana rechargé par des baisers. J'ai naïvement refusé. C'est à ce moment-là que le loup-garou passa par là à la recherche d'une auberge pour se reposer, et j'ai accepté de le conduire. Le loup-garou a essayé de rester calme, car il craignait que s'il était surpris en train d'aller à l'auberge avec une jeune fille, la population du village augmenterait bientôt. Les 3 filles restantes ont solennellement exigé de porter plainte auprès du directeur, affirmant qu'il était un gardien pervers. Pendant ce temps, un oncle est apparu, voulant me parler en privé. Cet oncle savait que je n'étais pas la cause des blessures de son fils et qu'il avait même sauvé Lily. Mais il ne voulait toujours pas que je m'approche de son fils. Après avoir parlé, il est parti, me laissant seul. À ce moment précis, j'ai été soudainement attaqué par derrière. L'attaquant était autre que le juge cruel que nous avions rencontré dans la forêt. Il m'a étranglé, m'a assommé, puis m'a mis un sac sur la tête, m'a jeté dans une calèche et a filé dans la forêt sombre. Dans l'obscurité, j'ai entendu la voix d'une femme me demandant combien de temps je comptais cacher ma vraie nature. Les souvenirs horribles enfouis ont refait surface. J'ai vu ma mère me cacher dans une armoire et me dire de ne jamais approcher la sorcière qui me ressemblait tellement, car elle me prendrait tout. Ma mère a verrouillé la porte, mais une explosion soudaine a fait trembler toute la maison. Une sorcière avide de pouvoir est apparue, me demandant à voix haute de sortir ou ma mère mourrait. Je suis sorti de l'armoire, mais elle a rompu sa promesse, tuant directement ma mère devant moi, brisant l'aile âme innocente du jeune garçon. Elle m'a attrapé, voulant s'emparer de ma magie. Elle a plongé sa main dans ma poitrine pour aspirer mon flux de magie. Mais à peine en eut-elle absorbé assez, avant qu'elle ne puisse me repousser, j'ai serré sa main, provoquant un retour de flamme d'une puissance excessive. Elle s'est débattue, mais il était trop tard, son corps a fondu comme de la boue. J'ai crié, échappant à mon cauchemar, mais j'ai immédiatement reçu une gifle du juge pour avoir fait du bruit. Il m'a informé que cette fois, l'ordre était de me capturer vivant, il ne pouvait donc pas me torturer comme il le souhaitait. À ce moment précis, un appel a retenti de loin, alors que Kudo et Hort arrivaient au galop. Les 2 hommes ont sauté devant moi et, voyant le juge, ils ont dû se battre. Kudo s'est coupé la queue et l'a donnée à Hort pour qu'il l'utilise comme catalyseur pour l'invocation. Hort a réussi à invoquer un dragon bleu par magie, sans avoir à prononcer de sort. Le dragon s'est précipité directement sur le juge, le prenant par surprise, tandis que la flamme bleue coupait aussi les liens sans me blesser. Le juge se préparait à contre-attaquer, mais J était déjà au corps à corps, le menaçant de mort immédiate s'il ne restait pas immobile. Pendant ce temps, Loukristas s'était occupée à nettoyer les débris du monstre dans la forêt. Elle donna des instructions à Luden pour qu'il agisse. Pendant qu'elle observait tranquillement, Luden était répandu partout, collectant des fragments tranchants et les avalant. En se préparant à retourner au village, elle rencontra un homme dont le visage était défiguré par des piqûres d'abeilles. Elle décida donc de le ramener au village. Sur le chemin, elle vit le loup-garou inconscient à l'entrée, le réveilla et lui demanda la raison de son état. Il se souvint que quelqu'un avait rapporté mon enlèvement. 2 étudiants voulaient partir immédiatement pour me sauver, mais alors qu'il essayait de les en empêcher, il reçut un sort de sommeil et s'effondra sur le chemin. Il craignait que les étudiants ne soient en danger, mais la professeure avait anticipé tous les événements, affirmant que était certainement le plan du proviseur pour tester la capacité d'adaptation des étudiants. Le loup-garou dut l'admettre. Cependant, il était inquiet car le juge cruel était utilisé cette fois-ci. Revenant au combat, le juge utilisa sa tête de fer pour me frapper, me causant une bosse sur la tête et me délivrant plusieurs coups puissants qui me blessèrent les 2 bras pendant que les 2 autres étaient également mis à terre. Voyant cela,
Il crut que la mission était accomplie, car les blessures de cette ampleur pouvaient encore être guéries. Mais étonnamment, sa main tenant le marteau fut coupée, et son corps fut serré par des fils qui apparurent de nulle part. Il reconnut que c'est était la technique du prêtre borgne qui était censé avoir quitté le village. Le prêtre apparut de l'ombre, expliquant qu'une souris dans le lit église lui avait fait le rapport. Il était donc revenu à temps. Il éteignit toutes les lampes à huile, et, lorsque la lune fut masquée, il retira son bandeau. Le prêtre agit avec cruauté, coupant les deux jambes du juge, tout en disant qu'elle pouvait encore être restaurée par la magie. Zéro et le mercenaire se précipitèrent immédiatement, craignant que le prêtre ne découpe l'ennemi en morceaux. Mais heureusement, il s'arrêta à temps. Loup Christas et le loup-garou apparurent également, témoins des étudiants meurtris. Zéro interroge le loup-garou avec colère, le faisant paniquer et se cacher derrière l'enseignante. Zéro menace que s'il ne dit pas la vérité, il fera face à une punition. Finalement, le loup-garou est contraint d'admettre que le juge avait reçu pour mission de ramener un étudiant vivant pour échapper à la peine de mort. Alors que le véritable objectif était de tester la capacité du village à protéger les sorcières, tout le monde a collectivement blâmé le loup-garou pour son incompétence. Mais Zéro souligne que les lacunes de défense du village étaient trop évidentes. C'est pourquoi le juge a pu y pénétrer si facilement. Le mercenaire et le prêtre ont estimé que les forces de combat du village étaient encore insuffisantes, et qu'une fois dispersées, elles révéleraient encore plus de faiblesses. Ils ont admis que les sorcières étaient impliquées, et s'ils ne pouvaient pas les protéger, leur réputation serait détruite pour toujours. Pendant ce temps, le loup-garou a eu l'idée que Zéro utilise le juge. Le juge s'est vivement opposé, affirmant que cela dépassait l'accord, mais le loup-garou a menacé qu'il avait déjà rompu sa promesse précédente, donc s'il voulait vivre, il devait obéir. Zéro a accepté la proposition. Le lendemain, lorsqu'ils ont annoncé cela aux étudiants, il y a immédiatement eu une réaction violente. La fille a insisté sur le fait que le juge N n'était pas digne de confiance et a demandé son exécution. Zéro a répondu que si elle voulait vraiment se venger, elle pouvait l'obtenir, mais la haine ne créerait qu'un cercle vicieux. Le juge avait commis de nombreux péchés, mais avait maintenant une chance de se racheter en protégeant le village. Cependant, la fille était toujours en colère parce qu'il avait tué trop de personnes. Le prêtre est intervenu, disant que lorsqu'il servait dans l'aile, église, il avait également tué d'innombrables personnes sur ordre, et que Ruiz Luden avait également dévoré d'innombrables vies. Sous la pression de tous, elle éclata en larmes, mais accepta finalement à condition que le juge vive sous la surveillance des deux frères Tigres et qu'elle-même ait le commandement sur lui pendant ce temps. Le lendemain, avant de quitter le village, le loup-garou a exprimé le désir que Loup Christa l'accompagne à la bibliothèque interdite au nord. Mais elle a refusé, car elle devait toujours superviser les étudiants lors de ce voyage. Le loup-garou partit à contre-cœur. Quand Loup Christas revint, elle entendit Hort et moi discuter. Je dis que j'avais recouvré mes souvenirs, bien qu'ils ne fussent pas agréables, et qu'ils me semblassent toujours étrangers. De plus, le souvenir n'aidait pas beaucoup. Avec un moi infiniment négatif, j'ai du mal à comprendre les émotions humaines, surtout l'amour. J'ai mentionné que quelqu'un avait dit qu'Hort semblait m'aimer, ce qui fit rougir Hort. J'ai ensuite demandé avec curiosité à quoi ressemblait l'amour, et Hort a répondu que quand on aime quelqu'un, on veut être spécial pour cette personne. J'ai naïvement dit que dans ce cas, Hort était aussi spécial pour moi, ce qui fit comprendre à Hort que j'avais mal compris. Puis je me suis soudainement souvenu, et j'ai dit que peut-être j'aimais Loup Christas davantage, ce qui rendit Hort un peu triste, mais elle continua patiemment à me conseiller. Hort demanda à faire charger la magie du matin, mais les souvenirs terrifiants me raidirent les mains. Je me suis enfui avec confusion pour trouver Zéro. Chez Zéro, je fus rassuré et invité à prendre le thé. J'ai expliqué que mes souvenirs étaient revenus, bien que je ne savais pas pourquoi. Zéro a cru que C était dangereux, mais aussi une preuve que je grandissais, N, étant plus une coquille vide. Zéro me conseilla d'affronter mes souvenirs et de devenir plus fort pour protéger tout le monde. J'ai aussi révélé la consigne de ma mère de me tenir éloigné d'une sorcière aux yeux semblables aux miens. Zéro sourit. Ses yeux s'illuminèrent en révélant la vérité. Ses yeux spéciaux étaient hérités de son père, qui était aussi le père du numéro 13. Cet homme était le sorcier numéro 13, le frère de Zéro. Zéro expliqua que parmi eux, le numéro 13 était le seul parent restant, car il pouvait détruire le monde entier. Ma naissance était initialement pour la préparer, car la magie de Zéro S épuisait. Le numéro 13 a rendu visite à ma mère, utilisant son propre sang pour créer un enfant avec une magie infinie. Il avait l'intention de confier ce pouvoir à Zéro. Mais ma mère découvrit cela et s'enfuit avec son enfant. Zéro se sentait coupable, mais je l'ai réconforté en lui disant que C était grâce à elle que J était né. Cela fit rire Zéro, qui dit que J était la plus belle chose que le numéro 13 ait laissée derrière elle. Je voulais en savoir plus sur mon père, et Zéro m'a dit qu'il était extrêmement rationnel, à l'extrême. Ayant provoqué une guerre dans le monde des sorciers, je me suis souvenu du matin où j'avais hésité à partager mon mana avec Hort, craignant qu'elle ne meure. J'ai décidé de devenir une fournisseuse de mana au moins jusqu'à la fin de mon stage, puis j'ai demandé à Zéro de me former. Zéro a accepté et a commencé un exercice de circulation de mana. Juste au moment où je tenais sa main pour lui transférer du mana, j'ai entendu un cri, mais Zéro ne m'a pas laissé me laisser distraire, me rappelant que je devais d'abord me contrôler avant de vouloir aider mes coéquipiers. Pendant ce temps, Loup Christas était assise au bord de la rivière, essayant d'oublier mes propos sur le fait de l'aimer.
Hort est soudainement apparu derrière elle et a raconté l'histoire. Lou Christas a sursauté et est tombé dans la rivière, puis lui a dit de ne pas dire de bêtises. Hort a demandé anxieusement si elle allait s'enfuir, car on disait que si une sorcière recevait une déclaration d'amour d'un étudiant, elle prendrait ses distances. En fait, Lou Christas avait l'intention de partir, mais Hort l'a serrée dans ses bras en pleurant, la forçant à promettre de ne pas partir avant la fin de son stage. Le cri venant de l'hôpital les a fait se précipiter. Ils ont trouvé Kudo blessé et le juge le pressant sur le garçon qu'il avait sauvé de la forêt. Hort a crié qu'il le lâche, et il l'a immédiatement relâché. L'enfant a attrapé un morceau de débris tranchant et s'est jeté sur Lou Christas, mais elle a calmement prononcé son vrai nom, puis l'a attaché au lit. Kudo suspectait qu'il avait été envoyé par l'église. À ce moment-là, une femme est apparue. L'ancienne enseignante de Lou Christas apportait le déjeuner aux patients, y compris le juge et le garçon. Cela amena Lou Christas à croire que l'enfant N était qu'un appât de l'aile, église pour susciter la haine dans le village. Pendant qu'ils discutaient, la femme rousse enseigna au juge comment se comporter. Il s'en fichait, voulant seulement se débarrasser de sa cible. Lorsqu'il menaça de Lou, étranglé, il rencontra le bâton de l'institutrice et dut reculer. Ensuite, la femme rousse lui fit visiter le village. Le mercenaire arriva aussi, et voyant que l'attaquant N était qu'un enfant, il ne le tortura pas. Kudo protesta vigoureusement, mais le mercenaire laissa l'interrogatoire au prêtre. Alors que le prêtre s'apprêtait à interroger le garçon, il fut soudainement attaqué, mais réussit heureusement à esquiver. Il s'avéra que l'enfant S était réveillé et avait tout entendu. Le prêtre le fit répondre dans l'obscurité, se fiant aux expressions faciales et à la respiration pour distinguer le mensonge, mais à la fin, ils ne purent obtenir aucune information cruciale. Lou Christas conclut que les hauts responsables de l'aile, église, devaient être impliqués, utilisant les ruines de la catastrophe comme appât pour inciter secrètement à la guerre. Il devait donc être extrêmement prudent. Hort espionna tout de l'extérieur de la porte, mécontente que les adultes prennent des décisions par eux-mêmes. Elle fit le tour du village, puis alla à l'off, école, et vit le juge apprendre aux enfants à tresser des paniers. L'institutrice expliqua que ce N était qu'un piège à poissons, mais pour Hort, les souvenirs horribles de lui et du feu de mer, il y a de nombreuses années, revinrent, la blessant et la rendant déterminée à survivre. Les enfants n'avaient absolument pas peur de lui. Hort renifla, affirmant que les villageois n'avaient peur de personne. Pendant ce temps, Kudo reçut un message de la souris de Lily, signalant que le transfert de l'enfant à Winas avait été retardé, ce qui le déçut, et il décida de faire sortir l'enfant. Le garçon se plaignit d'avoir pu mourir en héros et de laisser son nom dans les livres d'histoire, mais à la fin, ils le laissèrent continuer à vivre. Il a toujours cru que les sorciers et les bêtes tombées étaient de méchantes créatures qui devaient être éliminées. Alors, en réalisant que les choses N n'étaient pas ce qu'il pensait, sa déception n'en fut que plus grande. Je me sentais à la fois triste et compatissante en voyant sa vision déformée du monde à un âge si tendre. Alors je l'ai emmené à la église et lui ai donné à manger ce que Lily avait préparé. Le garçon a mangé si bien qu'il semblait accro à ses plats. Cependant, lorsque j'ai retiré le chapeau de Lily et lui ai révélé qu'il venait de manger des repas préparés par un rat, son visage est devenu pâle de peur. Lily était paniquée et s'est excusée à plusieurs reprises, ce qui a également fait culpabiliser le garçon d'avoir été impoli avec elle. Ensuite, je l'ai emmené dans une chambre propre et calme pour qu'il se repose. Mais le garçon restait méfiant, pensant que les gens de l'Al, église, essayaient de le tromper délibérément, car on lui avait appris que les sorcières et les demi-humains déchus étaient de mauvais démons. Ce soir-là, était ravi de dire à Zéro que j'avais réussi à m'entraîner et que je pouvais utiliser les sorts de lumière très efficacement, et même diviser la lumière en différentes formes en même temps. Mes amis se sont rassemblés autour et étaient extrêmement excités, chacun voulant essayer par lui-même. Ainsi, ils ont demandé à emprunter le bâton de Luden pour expérimenter, car essayer directement sur une personne serait trop dangereux. Lou Christas a accepté sans hésitation car elle appréciait les personnes qui avaient des aspirations de progression. Au milieu de tout cela, j'ai soudainement avoué que je l'aimais, et que je voulais même, l'aile, épouser. Cette déclaration inattendue a transformé la femme de 300 ans en une fille timide de 17 ans en un instant. Elle pensait que j'allais trop vite. J'ai écarté cela, lui disant de faire comme si elle n'avait rien entendu, mais était plus facile à dire que, à faire dans son cœur. Ce N n'était pas quelque chose qui pouvait être ignoré. Elle, église, essayait de laver le cerveau du garçon et d'en faire une arme contre les sorcières. Se réveillant d'un cauchemar, le garçon a été invité par Hort à aller pêcher avec les enfants du village. Ils sont arrivés sur la côte Est, et le garçon a demandé à Hort comment il pouvait faire confiance à un homme, comme ce juge cruel. Hort a simplement dit que la confiance devait être prouvée petit à petit. Elle-même ne lui faisait pas entièrement confiance, mais était prête à lui donner une chance tant qu'il ne faisait de mal à personne. Le garçon, déjà confus, a été trahi par le gargouillement de son estomac, ce qui a fait rire tout le groupe. Mais dans ses yeux, il semblait y avoir beaucoup de réflexion. Ailleurs, Lou Christas fut soudainement réveillée, surprise de voir son petit-fils apparaître dans sa chambre sans qu'elle sache comment. Je voulais juste faire une expérience et vous dire qu'hier j'ai utilisé les connaissances du livre de mon père pour créer un médicament. Lou Christas regardait mais ne comprenait pas un mot, tandis que son petit-fils comprenait tout. Sachant que l'aile, écrivain, était son 13e frère,
Loukristas comprit immédiatement beaucoup de choses. Elle fut encore plus surprise de me voir admettre que était son père, mais ne réagit en rien au plus grand méchant du siècle. Je ne m'intéresse qu'à la formule de la potion magique, car si elle réussit, elle restaurera la magie pour l'utilisateur. C'est pourquoi j'ai insisté pour emprunter le bâton de Luden. J'ai laissé tomber une goutte de potion dans le noyau du bâton et il s'est immédiatement illuminé de 1000 feux. Luden a ensuite saisi le tube à essai, l'a bu d'une traite et a même dansé joyeusement. Loukristas a touché le bâton et a découvert que la magie à l'intérieur était aussi puissante que celle de 2 mages, ce qui m'a stupéfié, car lors de la fabrication de la potion, j'avais intentionnellement restreint sa puissance. J'ai décidé de faire plus de potions, mais j'ai aussi dit franchement que je continuerais à demander la main de l'enseignante. Loukristas était embarrassé par ma persévérance et n'a pu que me congédier habilement pour se concentrer sur la garde. À ce moment-là, Kudo surveillait les enfants qui jouaient au bord de la rivière avec Hort. L'impitoyable juge, voyant la scène, se rappela sa propre enfance misérable, vivant sous la violence d'un père qui ne lui avait appris à poser des pièges pour survivre comme un chasseur. Une fois, un noble vint engager son père et lui pour poser des pièges, torturer et chasser les esclaves en fuite. Ensuite, les membres de la guilde des juges tuèrent ce noble et l'enrôlèrent dans l'armée anti-sorcier de l'aile, Église. De retour dans le présent, il converse avec Hort. Elle venait du Nord, sa patrie détruite par les sorciers. Pourtant, elle avait choisi de vivre en paix avec eux. Alors que Hort jouait avec les enfants, Hort s'approcha, disant qu'il était tombé amoureux de la jeune enseignante. Au même moment, ils virent le garçon descendre à la rivière, ressemblant à un cadavre ambulant. Le juge sentit immédiatement le danger et cria à tout le monde de s'éloigner. Éloigné. Peu de temps après, le ventre du garçon explosa, révélant une bouche gargantuesque et dentée à l'intérieur. Le juge se précipita et donna un coup de pied au monstre, essayant de le tuer d'un coup de poing. Mais celui-ci fit jaillir 2 membres semblables à des couperets qui lui tranchèrent le bras. Il serra alors la jeune institutrice dans ses bras et sauta hors de la rivière. Or essaya d'utiliser sa magie du sommeil, mais le monstre n'en fut pas affecté, peut-être parce que le garçon était complètement inconscient. De multiples bouches horribles continuèrent à pousser sur son corps. Le juge réalisa que ce que le garçon portait n'était pas juste un monstre, mais un soldat de la mort de la faction extrémiste. Il ordonna à tout le monde de fuir, disant qu'il s'en occuperait. Mais Hort savait qu'Ilmeud n'était pas assez fort et n'avait aucune arme. Elle mena courageusement les enfants pour qu'ils ne soient pas distraits. Alors que le monstre approchait, Hort demanda au juge de le retenir fermement pour qu'elle puisse lancer le sort. Le juge risqua sa vie pour pincer ses 2 membres en forme de couperet, gardant ses distances mais étant tout de même transpercé. Au moment où Hort termina son long sort, le juge avait sacrifié une jambe. La magie érigea 4 murs de pierre qui enfermèrent le monstre, mais ce n'était pas suffisant pour le contenir. Sans autre option, ils durent choisir de tuer à la fois le garçon et le monstre. Le juge se jeta en avant pour le protéger de son corps. Hort hésitait toujours, mais Kudo fut décisif, se coupant la queue pour sa dernière invocation. Le sort prolongé inquiétait tout le monde, tandis que le juge pensait qu'on l'avait abandonné. Heureusement, Kudo conserva une once d'humanité et guérit sa blessure. Pensant que tout était fini, des centaines de créatures semblables à des plantes carnivores jaillirent de la carcasse brûlée du monstre, horrifiant tout le monde. Le juge avait perdu trop de sang pour pouvoir courir. Les 2 enfants durent le soutenir. Soudain, il remarqua quelque chose, appuya la tête des 2 sur le sol et leur ordonna de se taire. Loukristas était apparue. Elle a invité Luden à un léger repas et celui-ci nuque à ouvrir sa gueule garnie de dents et à engloutir d'un coup tous les insectes malheureux. Suite à la mort tragique du garçon, Hort, Kudo et moi avons discrètement organisé les funérailles. Pendant ce temps, je me suis longtemps incliné, me promettant de ne laisser personne d'autre mourir inutilement. Dans ce ciel lourd, soudain, le rugissement d'un dragon a retenti. De loin, le roi dragon est descendu sur un dragon de feu, porteur d'un décret du royaume de Winius. Ce village allait bientôt devenir un champ de bataille. Tous les 3 furent surpris, chacun comprenant que la tempête sanglante était très proche. Sans tarder, le groupe s'est précipité vers le village pour retrouver Zéro et clarifier la situation. Zéro les a accueillis calmement, affirmant que si les étudiants ne revenaient pas sur ordre de l'académie, tous seraient immédiatement expulsés. Kudo et Hort ont maintenu qu'ils resteraient pour aider, mais Zéro a répété qu'il s'agissait d'une épreuve à laquelle ils ne devaient pas s'immiscer. Moi, le visage plein de détermination, j'ai interrompu, déclarant que si je devais choisir, je préférerais être renvoyé plutôt que d'abandonner les villageois. Je crois qu'un sorcier n'apprend pas seulement pour réussir des examens, mais vit pour protéger. L'académie avait des règles strictes, selon lesquelles les apprentis sorciers et magiciens ne devaient absolument pas participer directement au combat. Ils étaient autorisés à poser des pièces, à contenir les ennemis, mais pas à tuer. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai affirmé que si les pièges étaient conçus habilement, un seul suffisait à neutraliser 10 ennemis. Ainsi, même une armée de milliers d'hommes pouvait être arrêtée. Ma déclaration a rendu tout le monde silencieux. Pour la première fois de la conversation, Zéro a semblé légèrement intéressé. Je n'ai pas seulement parlé en l'air. J'ai sorti une potion magique de mon manteau, une solution étincelante dégageant une lumière étrange. C'est
était le résultat de mes recherches. Zéro a plissé les yeux pour examiner, et a immédiatement admis que mes capacités dépassaient largement ses attentes. Elle a promis franchement que si je contribuais réellement à cette bataille, je ne serais pas seulement dispensé de renvoi, mais je pourrais également obtenir mon diplôme immédiatement. Dès qu'elle eut fini de parler, Lou Christas a sauté de joie, déclarant avec enthousiasme que ce serait le projet de fin des études de ses étudiants. Zéro a immédiatement arrêté Lou Christas, soulignant que était la décision de l'académie, sans implication extérieure. Mais Lou Christas n'a pas cédé. Elle s'est montrée inflexible, affirmant que si les élèves étaient rappelés à Hall, école, elle partirait aussi, car elle aimait le village jusqu'à présent. Lou Christas a même fait semblant d'être sur le point de pleurer, ce qui a rendu Zéro fou de désespoir en se tenant la tête. Finalement, Zéro a promis à contre-cœur de discuter d'une considération spéciale avec le directeur. En effet, la nouvelle envoyée immédiatement a provoqué une grande agitation. Le directeur a lu le plan de fin de guerre sans perte, proposé par Zéro. Voyant là une rare occasion de mettre la faction anti-sorcier à sa place tout en prouvant la rectitude de l'académie, elle a envoyé le loup-garou commander l'aile, église et le noyau magique, coordonnant avec les alliés pour défendre le village. De retour, le loup-garou a immédiatement essayé la potion que je lui avais donnée. Une seule goutte a considérablement restauré sa magie, la laissant stupéfaite. Lorsqu'on lui a posé des questions, elle a appris que la formule provenait d'un livre écrit par mon père. Entendant cela, les deux amis ont écarquillé les yeux, car l'identité de mon père N était autre que le sorcier le plus tristement célèbre de l'histoire, le numéro 13. Cette vérité fut un choc terrible, plongeant tout le monde dans un silence momentané. Pendant ce temps, Hort a invité le juge dans la classe pour que les étudiants puissent le remercier. Ce tuteur brutal, habitué à grogner, se tenait maintenant immobile devant l'innocence des enfants. Réalisant cet embarras, l'enseignante lui a rapidement glissé un bonbon dans la bouche, apaisant quelque peu l'atmosphère. La petite fête s'est terminée, et alors qu'il ne restait plus que 2 personnes, la jeune enseignante a essayé de se rapprocher, ses yeux scintillants de confiance. Elle sentit clairement que le juge avait été touché, mais il détourna la tête en silence. Dans son cœur, il se disait qu'il n'était pas digne de ce qu'on appelait l'amour. Il se rendit à l'auberge et tomba sur la jeune Hort qui y mangeait. La jeune fille se moqua de lui, disant que le vieil oncle était toujours gêné par les affaires du cœur. Après quelques plaisanteries, Hort revint au sujet principal de la guerre. Elle affirma que mon plan plaçait une lourde responsabilité sur le juge, car ses pièges seraient un maillon essentiel. Bien qu'elle n'aimât pas personnellement lui faire autant confiance. Après qu'il ait risqué sa vie pour sauver des gens, elle dut s'ouvrir pour lui donner une autre chance. Cette nuit-là, le juge s'assit en silence, le cœur troublé. Les crimes du passé le tourmentaient sans cesse. L'avenir était flou, le laissant incertain de sa place. Le lendemain, les villageois mirent en place des pièges et renforcèrent toutes les entrées et sorties. Zéro discuta de stratégie avec les élèves, tandis que Lou Christas et le mercenaire affirmèrent que si l'ennemi était trop fort, ils se battraient jusqu'au bout. Le prêtre entra, apportant l'information que la force ennemie S élevait à 10 000 hommes. Mais la plupart N étaient que des paysans endoctrinés. Le complot de la faction anti-sorcière était clairement de forcer les sorcières à attaquer des gens ordinaires, faisant d'elles des méchantes aux yeux du monde. Lily courut, appelant le mercenaire pour distribuer de la nourriture. Le prêtre en profita pour lui conseiller de évacuer avec les villageois. Mais Lily secoua la tête obstinément, affirmant qu'elle resterait pour le protéger. Entendant cela, le prêtre fut soudain ému, souhaitant avoir une adorable petite sœur comme la petite souris. Lou Christas et le mercenaire ne manquèrent pas l'occasion de penser mal, et furent immédiatement réprimandés par le prêtre pour leur esprit sombre. Pendant que Lily et le mercenaire étaient occupés, Lou Christas apporta au prêtre un spécimen de monstre du ventre du garçon pour qu'il l'examine. Il fronça les sourcils en l'analysant. Cette créature avait la capacité de se multiplier à l'infini. Si elle n'est pas contrôlée, elle dévorera tout le continent. Les extrémistes ont certainement trouvé un moyen de la contrôler avant de la libérer. Mais même de nombreux hauts responsables de L, Église N, n'étaient pas au courant. Cela ne peut signifier qu'une chose. Celui qui se cache derrière est le cerveau. Ce soir-là, tout le groupe s'est réuni pour examiner minutieusement le plan. Je me suis soudain levé et j'ai dit à Zéro de prendre toute ma magie si nécessaire. Ce n'est pas pour son propre bénéfice, mais parce qu'elle a la responsabilité d'apporter la paix entre les sorciers et l'humanité. Zéro a gardé le silence pendant un moment, puis a hoché la tête en prenant ma main. La quantité de magie transférée l'a étourdi. Même complètement chargé, j'en avais toujours une quantité apparemment infinie excédentaire. Zéro a rapidement lâché ma main avant qu'elle n'explose. Puis elle a souri et m'a conféré le titre de mage de l'abîme. Tout le groupe a éclaté de joie, me félicitant d'avoir enfin mon propre titre magique. Mais la joie n'a pas duré longtemps avant que Zéro n'avertisse que s'il perdait cette bataille, ils seraient tous expulsés. Pendant ce temps, Lou Christas avait quitté le village à la 1re heure du matin, espionnant secrètement les forces ennemies. Les forces ennemies approchaient avec une puissance terrifiante. Non seulement elles étaient nombreuses, mais elles étaient aussi bien équipées, accompagnées de bêtes humanoïdes déchues et de monstres. Alors que Lou Christas observait, elle espérait secrètement que son ami au paradis la regardait pour être témoin de cette bataille spectaculaire.
Très vite, l'armée s'est approchée du village, mais elle a rencontré de manière inattendue les rats de Lily. Les rats dodus se sont précipités pour attaquer, les obligeant à changer de trajectoire. À leur grande surprise, la nouvelle route était pleine de pièges. En y regardant de plus près, toute une armée avait été démembrée. Des cris de douleur résonnaient partout. C'est à ce moment-là qu'une pluie verte est tombée du ciel, guérissant tous les soldats, restaurant rapidement leurs membres et leurs blessures. En remarquant les inscriptions sur le tronc, l'armée réalisa que les sorcières se jouaient d'eux. Un autre groupe de soldats fut accueilli par des pièges à feu, leurs corps brûlants, mais sans blessures graves. Seuls leurs armures et vêtements furent carbonisés. Le commandant comprit immédiatement que les sorcières avaient fait preuve de pitié, leur épargnant la vie. Il ordonna donc la retraite. Cependant, le véritable danger résidait dans le chef de toute l'armée, un monstre possédé. En recevant le rapport, Zéro informa le groupe que toutes les armées hétéroclites, S, étaient retirées après être tombées dans des pièges. Les élèves émirent des cris de joie, mais Zéro leur rappela aussitôt qu'une menace plus grande persistait, le monstre possédé et les bêtes déchues qui approchaient. Je me demandais quelle était la puissance de ce monstre, et Zéro expliqua que les démons possédés étaient une forme évoluée de bêtes déchues. Ils pouvaient utiliser la magie sans incantation et ne se fatiguaient jamais. Le prêtre et le mercenaire se disputèrent immédiatement pour l'achever. À ce moment précis, une terrible nouvelle arriva. Lily avait été capturée. Le prêtre paniqua et se précipita pour la sauver. Lily était tombée entre les mains de la créature possédée et de sa horde de bêtes déchues. Il l'avait piégée dans un filet, prévoyant de la ramener au village pour la dévorer devant les villageois, en guise de démonstration de force. Le monstre riait avec délice, imaginant une telle scène. Mais avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan, le filet d'acier fut déchiré par la lame du prêtre, libérant Lily. Les bêtes déchues furent rapidement éliminées par lui. La créature possédée se précipita pour dévorer Lily, mais le prêtre eut le temps de brandir sa faux, coupant son bras. Lily s'enfuit en état de choc pour se cacher derrière lui. La créature possédée fut stupéfaite de voir que la blessure à son bras ne pouvait pas se régénérer, car la faux avait été bénie par l'Esprit Saint, devenant son antithèse parfaite. La créature possédée fut forcée de s'amputer de son bras blessé, puis de le régénérer instantanément. Au même moment, le mercenaire fit son apparition, terrassant plusieurs mercenaires en quelques coups. Mais la créature possédée utilisa sa puissance pour ressusciter instantanément ses sbires, les transformant en morts vivants obéissants. Le prêtre demanda immédiatement à Lily de s'enfuir, afin que lui et le tigre puissent gérer le combat. Pendant ce temps, le reste de la meute de bêtes déchues s'approcha des portes du village, mais fut également éliminé par des pièges dissimulés. Reconnaissant les trois jeunes mages comme des sorciers prometteurs, leur chef mobilisa 500 soldats pour attaquer en même temps. Au même moment, le brutal juge fit son apparition, nettoyant le champ de bataille dans une mer de sang. Zéro arriva également rapidement avec ses élèves pour les affronter. Sur son ordre, des salves de flèches magiques tombèrent comme une pluie, forçant les bêtes déchues à chercher précipitamment refuge. Malgré une légère déception face au nombre écrasant d'ennemis, Zéro encouragea ses élèves à s'adapter à la situation. Le combat devint intense avec l'assaut des mercenaires. Le juge lança une fiole magique, faisant jaillir du sol des lianes qui serrèrent les ennemis. L'un d'eux échappa et tenta d'attraper 3 élèves, mais il fut rempli de magie par moi, le faisant exploser. Horte ne fut pas en reste. Utilisant une pluie de feu pour incinérer un groupe de bêtes déchues, contrôlant avec succès pour la première fois une magie du feu à grande échelle, elle était à la fois excitée et inquiète, craignant d'être allée trop loin. Kudo descendit pour soigner les blessés, semant encore plus la confusion chez l'ennemi. Au même moment, un bruit assourdissant retentit au loin. Il s'est avéré que le mercenaire et la créature possédée étaient battus jusqu'aux portes du village, s'engageant dans un affrontement féroce, détruisant même la palissade en bois. Le mercenaire trancha le bras du monstre et lui asséna un coup horizontal à la gorge, mais il se régénéra instantanément. Sans autre choix, le mercenaire dut faire appel à sa sœur sorcière. Elle l'a prévenue de bouger dès qu'elle en donnerait le signal. Elle commença à réciter un sort, ouvrant un immense portail bleu dans le ciel. Tandis que le mercenaire se retirait, la créature démoniaque fut immédiatement tirée du sol par des hordes de zombies, déchiquetés par morceaux. Il hurla, puis se transforma en un squelette desséché en quelques minutes. La vue nous horrifia, moi et mes amis. La sorcière annula le sort, affirmant sévèrement que était la raison pour laquelle les sorciers et mages puissants pouvaient détruire le monde s'ils perdaient leur chemin. La bataille prit fin, et les mercenaires se retirèrent. Le proviseur et ses alliés regardèrent de loin, contents comme s'ils assistaient à un spectacle. Ils invitèrent même les 7 chefs de l'aile, église à se joindre aux festivités. Pendant ce temps, un évêque se dénonça lui-même en sachant trop de choses sur les monstres. Il fut démasqué, malgré ses tentatives pour nier. Soudain, de petits monstres sortirent de la forêt, semant la panique. Évêque se vanta d'avoir un moyen de protéger tout le monde, mais fut rapidement démasqué lorsqu'il devint lui-même la cible. Tout se transforma soudainement en une farce. Ce N était qu'une illusion créée par Loukristas pour révéler sa véritable nature. Elle força l'évêque à avaler un œuf de monstre, le faisant trembler de peur jusqu'à ce qu'il finisse par se soumettre.
La rumeur de la bataille se répandit dans tout le sud, devenant un sujet de moquerie. Une armée de 10 000 hommes ne pouvait pas vaincre un seul village. Cet évêque fut également maudit pour avoir amené des monstres dans le sud. Le proviseur convoqua 3 étudiants et leur remit leur certificat de fin d'études pour leur réalisation exceptionnelle. Les enfants restèrent silencieux, pensant qu'il pourrait s'agir d'un autre examen. Après avoir été rassurés, ils demandèrent s'il y aurait des emplois stables après l'obtention du diplôme. La proviseure dit avec assurance qu'elle avait préparé des postes appropriés, un voyage à la bibliothèque interdite du Nord pour recueillir des informations sur les ruines catastrophiques. Le trio retourna au village des sorciers pour faire ses bagages. Zéro me donna le livre de mon père, me souhaitant un bon voyage. Ils dirent au revoir à tout le monde et commencèrent une nouvelle aventure avec de nombreux défis à venir. Le mercenaire trancha le bras du monstre et lui trancha la gorge, mais il se remit instantanément. À bout de ses subterfuges, le mercenaire fut obligé de faire appel à sa sœur, la sorcière. Je l'ai prévenue de ne pas bouger tant qu'elle n'aurait pas donné le signal. Elle commença à réciter l'incantation, ouvrant un portail bleu géant dans le ciel. Alors que le mercenaire reculait, les créatures hantées furent immédiatement entraînées vers le haut par une marée de zombies venant de sous terre, qui le mirent en pièces. J'ai crié, puis je suis devenu un squelette desséché en quelques minutes. Cette scène nous a terrifiés, moi et mes amis. La sorcière a levé le sort et a dit sévèrement que était la raison pour laquelle les sorciers et les enchanteurs puissants pouvaient détruire le monde s'ils écartés du droit chemin. La bataille était terminée et les mercenaires étaient retirés. Le directeur et ses alliés observaient de loin, joyeux, comme s'ils assistaient à un spectacle. Ils avaient même invité les 7 chefs d'église à se joindre à la célébration. Entre-temps, évêque s'est trahi une fois qu'il en a su beaucoup sur les bêtes. Il a été démasqué, malgré ses tentatives pour le nier. Soudain, de petites bêtes se sont précipitées hors de la forêt, semant la panique. Évêque s'est vanté d'avoir un moyen de protéger tout le monde, mais il a été rapidement démasqué lorsqu'il est devenu lui-même une cible. La situation s'est soudainement transformée en une farce. Ce était qu'une illusion créée par Lux Christa pour révéler son vrai visage. La sorcière a forcé l'évêque à avaler un œuf de monstre, le faisant trembler de peur jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre. Les rumeurs de la bataille se sont répandues dans tout le sud, devenant un sujet de ridicule. Une armée de 10 000 soldats n'a pas pu vaincre un seul village. Ce toit a également été maudit pour avoir amené la bête au sud. Le directeur a appelé 3 étudiants et leur a remis leur diplôme pour leur excellence. Le silence des enfants, pensant qu'il s'agirait, peut-être d'un autre test. Après les avoir rassurés, ils ont demandé s'il y avait des emplois stables, après l'obtention du diplôme. La directrice de l'école a affirmé avec confiance qu'elle avait préparé des postes appropriés, un voyage à la bibliothèque interdite du Nord pour recueillir des informations sur les conséquences catastrophiques. Les 3 retournèrent au village des sorcières pour récupérer leurs affaires. Zéro me donna le livre de mon père et me souhaita bon voyage. Ils firent leurs adieux à tous et commencèrent une nouvelle aventure, pleine des défis qui les attendaient.